Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Quand un actuel et un ancien Premier ministre se croisent et se succèdent au Sénat, Jean-Marc Ayrault devant les députés, devant les élus socialistes pour leur garantir qu'ils seront pleinement associés à l'exercice du pouvoir. François Fillon, plus tard, devant les sénateurs UMP qui lui sont favorables en pleine guerre des chefs à droite. Suite du défilé des chefs de parti à l'Elysée aujourd'hui, sauf Marine Le Pen qui se dit furieuse de ne pas avoir été invitée. Notons que la Garden Party du 14 juillet ne sera pas reprogrammée pour des raisons d'économie, a décidé François Hollande. Cécile Duflot embarrasse le gouvernement en rappelant être pour la dépénalisation du cannabis, une position de longue date d'Europe Écologie Les Verts, qu'elle avait d'ailleurs rappelé pendant la campagne présidentielle. Et un spécialiste du marché souterrain de la drogue sera avec nous dans un instant. Une légalisation offrirait-elle plus de solutions que de problèmes? Et puis, débat également entre deux économistes ce soir face au déficit. Faut-il privilégier les impôts ou les économies? Mais d'abord la mort à 87 ans de l'un des parrains, comme on l'a dit, du capitalisme français, Antoine Bernheim, à qui Nicolas Sarkozy avait passé un coup de fil, on s'en souvient, en 2007 du yacht Paloma pour lui dire « Je te dédie ma victoire présidentielle ». C'est du moins ce qu'avait rapporté ce banquier qui fut plus de 40 ans très influent en France mais aussi en Italie, Julien Chaulin. C'est une figure clé de la finance française qui disparaît. Le pape du capitalisme hexagonal est mort aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Il a façonné son succès au sein de la banque Lazare. Précieux conseiller, il façonnera les plus grandes fortunes de France. Bernard Arnault, François Pinault ou Vincent Bolloré lui doivent beaucoup. L'homme impressionne par son génie des affaires. Il a organisé des fusions d'entreprises, des acquisitions, des mariages, des créations dans l'économie française qui ont contribué souvent au développement de l'économie et d'une manière inattendue parce qu'il travaillait dans le silence et la discrétion, pour pas dire le secret le plus absolu. Dans les années 60, il entame en parallèle une carrière d'assureur auprès du géant italien Generali, une société dont il prendra les rênes en 1995. Antoine Bernheim est aussi un homme influent au plus haut sommet de l'État. En 2007, il apporte son soutien à Nicolas Sarkozy. C'est un chef d'État très puissant et très prestigieux. Moi, je suis un simple citoyen. Et les rapports ne sont pas les mêmes, mais je pense qu'il a un challenge et il veut réussir et il réussira. Un soutien qui n'empêchera pas le président de la République de prendre ses distances quelques années plus tard. Et il ne sera pas le seul. À son tour, le conseil d'administration de Generali le remercie en avril 2010. Une mise à l'écart qu'Antoine Bernheim n'a jamais supportée, ne voyant dans la retraite aucun défi à relever. Jean-Marc Ayrault en visite aujourd'hui chez les sénateurs socialistes. Le Premier ministre a tenu à leur assurer qu'il serait associé à toutes les grandes décisions du gouvernement. Ce sont ses mots. Plusieurs élus du PS avaient exprimé leur frustration, on s'en souvient, après la formation du gouvernement qui n'a pas fait la part belle aux sénateurs socialistes. Elisa Bertolomé. Il est venu pour donner des gages aux sénateurs. Pendant presque 2 heures, Jean-Marc Ayrault a rassuré les élus socialistes. Ils seront des acteurs à part entière de la politique gouvernementale. Et pas question de considérer le Sénat comme une simple chambre d'enregistrement. Les mots ont porté, les sénateurs socialistes respirent mieux. Il a rassuré, s'il en était besoin, les sénateurs socialistes de la volonté de travailler ensemble. Et tous les intervenants de notre groupe ont évoqué le parcours sans faute du Premier ministre et du Président de la République depuis le début du quinquennat. Car depuis le 6 mai, le Sénat cultivait les états d'âme, se sentant quelque peu lésé par le nouvel exécutif. Une seule sénatrice, Nicole Bricq, a été nommée ministre. Surtout, le gouvernement a repris à son compte le projet de loi sur le harcèlement sexuel. Mince consolation, c'est au Sénat qu'il sera débattu en premier, mais après les législatives, car Jean-Marc Ayrault ne veut pas d'éparpillement. Je ne souhaite pas que les Français découvrent, et ça vaut aussi pour les membres du gouvernement, par tranches successives, les orientations de notre politique. C'est la raison pour laquelle je souhaite présenter la politique du gouvernement dans sa cohérence et sa globalité avant que la session ne reprenne vraiment, c'est-à-dire à l'occasion de la déclaration de politique générale. Un calendrier qui empêche les sénateurs d'agir avant la déclaration de politique générale le 20 juin.
Cette déclaration, prononcée d'abord à l'Assemblée nationale, le sera également de la bouche du Premier ministre au Sénat. Un gage de considération, comme pour montrer que les deux assemblées sont sur le même pied d'égalité. Plusieurs sondages indiquent que la gauche obtiendrait une nette majorité lors des élections législatives, mais en nombre de députés, le PS n'aurait toutefois qu'une majorité relative et devrait donc s'appuyer sur ses alliés écologistes et communistes. Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, était l'invité de Preuve par 3 tout à l'heure à 18h et il s'est montré très ferme et il parle même d'un rapport de force avec le président de la République qu'il a reçu ce matin à l'Élysée durant 45 minutes en tête-à-tête. On écoute Pierre Laurent. Est-ce que la majorité va prendre en compte les propositions du Front de gauche? Et alors la réponse ? Pour le moment, il n'y a pas de réponse favorable à cette question. Et c'est pour ça que nous continuons à argumenter sur nos propositions et à essayer de faire évoluer cette situation. Nous, s'il s'agit de mener une politique dont nous avons la conviction qu'elle peut réussir, nous sommes disponibles. Si nous avons le sentiment qu'elle va buter sur des limites très vite, eh bien, nous pousserons autrement qu'en allant dans le gouvernement. Voilà, Pierre Laurent qui cite notamment une augmentation de 46 centimes de l'heure du SMIC, 5% de hausse. Ça, c'est la volonté exprimée par le Premier ministre. Et le Parti communiste français donc se dit loin du compte puisqu'il réclame, lui, 2 € de plus de l'heure. Le Premier ministre qui a réuni également à Matignon les organisations syndicales et patronales pour préparer la grande conférence de juillet. Ce sera le 9 et puis le 10 juillet. C'est à ce moment-là donc que le coup de pouce au SMIC sera décidé. L'emploi et la protection sociale, les retraites seront également au menu. La visite de l'ancien Premier ministre au Sénat, un détour dans la campagne législative pour François Fillon, entouré de ses soutiens UMP. L'occasion, on le voit, d'une photo de famille, alors que la guerre des chefs est déjà engagée, on le sait, pour le contrôle du parti qui n'a plus de leader naturel depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, selon l'expression récente de François Fillon, opposé sur ce point, on le sait, à Jean-François Copé. Nicolas Sarkozy qui est allé au cinéma aujourd'hui pour assister à une projection privée du Serment de Tobrouk, le documentaire réalisé par Bernard-Henri Lévy, projection suivie d'un pot, on le voit, dans un café de Saint-Germain-des-Prés, avec le philosophe pour refaire le monde, ou plutôt la guerre en Libye. Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan en campagne après la présidentielle, les législatives, avec quelques centaines de candidats en France. Lui-même va tenter de retrouver son fauteuil de député de l'Essonne, une mission délicate car l'UMP n'a pas oublié son refus de soutenir au second tour Nicolas Sarkozy et donc lui oppose un candidat, Fabrice Cunet. En campagne pour les législatives, Nicolas Dupont-Aignan est un homme pressé. Je reste pas longtemps, une demi-heure. 30 minutes, pas plus, avec ses candidats à Paris. Des candidats qu'il retrouve sans ironie au François Copé. Ça va? Bonjour madame. Au total, Debout la République annonce 300 candidats. Une première victoire, car il a fallu convaincre, motiver après seulement les 1% aux récentes présidentielles. Une motivation qui ne pouvait être financière. C'est vrai que ça n'a pas été simple parce que nous n'avons pas les financements publics. Donc il a fallu jouer la solidarité à fond entre l'ensemble des candidats, leur soutien, leurs amis, leurs familles. Et Debout la République a recruté large. Sur ces 300 candidats, 200 n'ont jamais fait de politique, de l'aveu même de leur président. Rapide tour de table des Parisiens et il faut déjà repartir. Malheureusement, moi c'est une course de vitesse, on ne va pas m'en vouloir, mais il faut que le navire amiral n'ait pas de soucis. Oui, voilà. Dans sa circonscription, comme au niveau national, Nicolas Dupont-Aignan joue gros, car ce gaulliste opposé à l'Europe de Bruxelles voudrait peser à droite. On joue la poursuite d'une certaine idée de la France, d'un mouvement gaulliste en France. C'est important. Pour moi, c'est important, car je ne crois pas que l'UMP ni le Front National ne puissent être la seule réponse à l'opposition socialiste. Je pense qu'on peut faire autre chose. Et je pense qu'on doit retravailler avec tous ces mouvements, reconstruire totalement la droite à terme. Sauver sa tête et gagner quelques financements, un premier objectif. Avoir 2 ou 3 députés dans l'hémicycle, le rêve compliqué d'un Nicolas Dupont-Aignan bien isolé. Elle ne change pas d'idée en entrant au gouvernement. Cécile Duflot reste favorable à la dépénalisation du cannabis, mais ajoute aussitôt la ministre du Logement en passe de quitter la tête d'Europe Écologie Les Verts. Je sais que ce n'est pas la position du gouvernement. Ce dernier d'ailleurs l'a rappelé tout au long de la journée. Mathilde Bélanger. Est-ce que vous êtes toujours favorable à une dépénalisation de la consommation de cannabis?
C'est la position d'Europe Écologie Les Verts, ça fait très longtemps. Notre objectif, il est double. Il est de faire baisser le trafic, de supprimer le trafic et la violence notamment, et d'avoir une politique de santé publique. À 5 jours des législatives, la déclaration de Cécile Duflot pourrait bien faire des remous au sein du gouvernement. Le sujet est sensible, il a toujours divisé la gauche. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls y est d'ailleurs fermement opposé. À droite, on dénonce des propos irresponsables. Quand on connaît les ravages de la drogue aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de laxisme, mais au contraire de plus de rigueur dans le message que l'on délivre aux jeunes générations, parce que la drogue et l'alcool, notamment le binge drinking, c'est un vrai fléau pour les jeunes générations. L'UMP a demandé ce matin au Premier ministre de clarifier sa position. Interrogé sur ce sujet à la sortie d'une réunion au Sénat, Jean-Marc Ayrault a très vite évacué la question. Le gouvernement n'a rien dit sur ce sujet. François Hollande, lui, s'est déjà dit plusieurs fois opposé à tout assouplissement de la loi sur le cannabis. Fin avril, il avait recadré l'un de ses proches, François Rebsamen, qui proposait de transformer le délit de consommation en simple contravention. Voilà, avec nous Christian Benlagdar, bonsoir. Vous êtes un grand connaisseur de l'économie de la drogue. Vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille. Alors la dépénalisation du cannabis pour supprimer un trafic très lucratif, est-ce crédible? Est-ce aussi une solution de santé publique, comme le dit Cécile Duflot? D'abord, voyons avec vous l'économie de la drogue. Est-ce qu'on peut la chiffrer? On peut bien sûr la chiffrer. L'économie, le chiffre d'affaires du marché du cannabis en France, c'est à peu près 900 millions d'euros. Voilà, qui se répartissent différemment en fonction des strates de distribution des différents offreurs, du semi-grossiste au vendeur final, bien évidemment. On peut aussi chiffrer son coût social. Autrement dit, dans l'hypothèse où le cannabis n'existerait pas en France, eh bien, qu'est-ce que la France économiserait en ressources? Et là, alors, hasard des chiffres, on arrive à peu près à la même évaluation, exactement 919 millions d'euros. Voilà ce que coûte le cannabis à la collectivité. D'accord. Est-ce que c'est une économie souterraine qu'on peut combattre, selon vous, autrement que par la répression? Alors, oui, alors on peut imaginer d'autres politiques, puisque la question que soulève Cécile Duflot et la vôtre, c'est celle de l'efficacité des politiques publiques visant à lutter contre le cannabis en France. Deux indicateurs simplement que je vais vous donner. On n'a jamais eu autant de consommateurs qu'aujourd'hui. Depuis les années 90, les prévalences augmentent continuellement à un rythme constant. Les jeunes Français se distinguent d'ailleurs en Europe. Par ailleurs en Europe, effectivement. Le deuxième indicateur, c'est le prix. Si la police, la gendarmerie, les douanes faisaient, ou du moins avaient un impact positif sur le trafic de cannabis, le prix du cannabis serait très élevé. En l'occurrence, il a diminué ces dernières années. Ce qui signifie que l'offre est abondante et que la demande suit. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que l'État reprenne à son compte ce marché donc, de plusieurs centaines de millions d'euros, au prétexte qu'il le fait déjà pour l'alcool et le tabac, par exemple? Alors, dans un premier temps, effectivement, la dépénalisation viserait à arrêter de lutter contre le versant demande, qui est extrêmement coûteux. Cette lutte, pour vous dire, une simple interpellation pour usage de cannabis, ça a un coût social de 3 000 euros environ. Ça coûte 3 000 euros dès l'instant où un policier interpelle un usager. Il y en a 100 000 par an ces 5 dernières années. Ça fait 300 millions d'euros. Donc si la mesure avancée par Cécile Duflot était acceptée, on aurait déjà une économie budgétaire de 300 millions d'euros. On pourrait aussi réallouer ces 300 millions d'euros, ou en partie, à une autre politique, par exemple de prévention, de réduction des risques, de santé publique. D'accord. Mais si on dépénalise le cannabis, on peut craindre une incitation à la consommation. Il n'y aurait plus d'interdits. Comme vous l'avez dit, la France se situe déjà avec des niveaux de prévalence très élevés. Le Portugal est un exemple, a dépénalisé la détention de substances illicites. Elle n'a pas vu ses prévalences augmenter, bien au contraire. Encore une fois, les prévalences françaises sont parmi les plus élevées d'Europe. D'accord. Malgré la répression. Certains responsables politiques, socialistes notamment, je pense à l'ancien ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, allait beaucoup plus loin que la dépénalisation. Lui, il préconise carrément une légalisation. Effectivement, à la demande de Jean-Marc Ayrault, l'an dernier, d'ailleurs, l'ancien ministre de l'Intérieur Vaillant avait rédigé un rapport sur une filière contrôlée du cannabis en France, à l'instar de ce qui pourrait être sur le tabac.
Ce rapport est aux oubliettes, me semble-t-il, à l'heure actuelle. Quelle est la meilleure solution pour vous? La meilleure solution, ou tout du moins la moins coûteuse à l'heure actuelle... Non, mais on ne peut pas simplement se placer sur le plan budgétaire. Je suis économiste, je me situerai sur le plan budgétaire, puisque, a priori, la politique publique réalisée ces dernières années qui visait la répression est un pur gaspillage de ressources publiques. On a octroyé des fonds policiers, gendarmerie, douane, justice, prison, sans faire baisser les prévalences cannabiques, sans faire augmenter le prix du cannabis en France. Donc, une politique publique complètement inefficace. Oui. Alors, vous avez parlé du chiffre d'affaires de la drogue en France, donc vous connaissez aussi le nombre de personnes qui en vivent. Alors, oui, j'ai réalisé une étude, il y a de ça quelques années, qui tablait sur un millier de semi-grossistes qui gagnerait confortablement sa vie du trafic de cannabis, et quelques 100 000, voire un peu plus, petits vendeurs qui, par des sociologues, ont été qualifiés d'économie de la débrouille, qui vivotent grâce au trafic de cannabis en France, oui. Dans quel pays faut-il se tourner pour voir la situation la plus apaisée sur le sujet, selon vous? Le Portugal, à l'heure actuelle, me semble l'exemple à suivre, oui. Merci beaucoup de votre visite, Christian Benlakdar. Merci à vous. Merci à vous. J'attends l'audit de la Cour des comptes, a encore répété aujourd'hui le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Avant même de connaître la situation exacte des finances publiques, des mesures ont été annoncées qui sont contestées par l'UMP qui les a aujourd'hui chiffrées à 20 milliards d'euros sur 5 ans. On en parle avec nos deux invités, deux économistes qui arrivent sur ce plateau après ce reportage de Mounir Soussi. L'UMP a fait ses comptes et présente son devis des premières mesures socialistes. Entre les hausses de l'allocation de rentrée scolaire, le coup de pouce au SMIC et le retour partiel à la retraite à 60 ans pour ceux ayant travaillé tôt, la note s'élève à 20 milliards d'euros sur 5 ans selon les calculs de la droite. Alors moi je me pose la question, comment ça va être financé ? Ça va être financé à l'évidence par des augmentations massives d'impôts. Le discours qui consiste à dire que ce sont les riches qui paieront est un discours complètement fallacieux, c'est une tromperie. Les riches, ils peuvent se délocaliser, donc ce sont vraiment les classes moyennes qui vont payer. Pour financer les réformes, Martine Aubry, la patronne du PS, met en avant l'idée d'une hausse des prélèvements capable de dégager d'importantes marges de manœuvre. Une position irresponsable aux yeux de l'UMP. Tout cela n'a pas de sens au moment où la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, tout le monde appelle à la maîtrise des dépenses. Madame Aubry appelle au matraquage fiscal dans les semaines qui viennent. La droite insiste sur le risque d'une hausse des impôts, un angle d'attaque idéal à 5 jours du premier tour des élections législatives. Avec nous donc deux économistes, Christophe Rameau d'abord, bonsoir, membre du conseil scientifique d'attaque, et vous voulez sortir du chaos néolibéral. Et face à vous, Marc Toiti, bonsoir. Bonsoir. De tendance libérale, on va dire, avec les solutions que vous proposez dans ce livre quand la zone euro explosera. Oui, moi je me qualifie plutôt comme keynésien libéral. Alors ça va faire sauter certains, mais c'est-à-dire, je pense qu'il faut effectivement un État puissant et un État efficace. C'est ça toute la difficulté. D'accord. Des dépenses publiques, oui, mais pas trop non plus. Bon, qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce calcul de l'UMP aujourd'hui? 20 milliards d'euros de dépenses supplémentaires d'ici 5 ans. Et il les condamne, ça sera financé par des hausses d'impôts, entend-on aujourd'hui dans l'opposition. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de vraiment, véritablement réhabiliter la dépense publique. Hein, on a une crise absolument énorme. Réhabiliter la dépense publique, ça signifie quoi? Tout à fait. Réhabiliter la dépense publique, c'est tout d'abord comprendre que la dépense publique aujourd'hui, c'est plus de 1000 milliards. Alors quand on entend ça, on a comme image l'idée que l'État prélève 1000 milliards sur la richesse du privé, prélèvement obligatoire, pour financer des fonctionnaires improductifs. C'est totalement faux. Sur les 1000 milliards en question, 500 milliards sont immédiatement reversés aux ménages sous forme de prestations qui soutiennent leur consommation privée. Ça soutient les entreprises. Avant de redistribuer, il faut prendre. Mais quand même. C'est prélevé pour être immédiatement reversé aux ménages ou aux entreprises d'ailleurs. Et il y a le reste qui, une bonne part, sert à payer l'activité productive des fonctionnaires. Il faut se mettre ça, une bonne fois pour toutes, dans la tête. Un fonctionnaire contribue au PIB. La production des administrations publiques, c'est de l'ordre de... c'est plus de 300 milliards. Ça fait partie de la richesse d'un pays. L'impôt, ça sert non pas à financer le fonctionnaire improductif, ça sert à payer l'activité productive du fonctionnaire. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que on est dans une période tout à fait particulière. On a le néolibéralisme qui a été appliqué durant 30 ans, qui explose en plein vol, qui a explosé en 2007 et ça rebondit aujourd'hui en 2012. Et par rapport à ça, les néolibéraux, je termine, les néolibéraux trouvent le moyen
de prendre prétexte de l'une des conséquences de leur crise, parce qu'ils sont aussi responsables de la hausse des dettes publiques, en étouffant la croissance, pour appliquer un programme qui a totalement échoué. Alors, vous dites, on est dans une situation très particulière. Il faut dire d'abord que les caisses sont vides. Alors, Marc Toiti, quand vous entendez « Vive l'impôt, réhabilitons la dépense publique », que répondez-vous, que pensez-vous de ces solutions? Encore une fois, je pense qu'il nous faut de la dépense publique, mais il faut regarder les chiffres, il faut regarder la réalité économique. Aujourd'hui, le poids des dépenses publiques en France, par rapport à notre richesse, ce qu'on appelle le PIB, c'est 56%. L'un des niveaux les plus élevés du monde. Si on se compare à l'Allemagne, on est à 46%. L'Espagne, 43%. La moyenne de la zone euro, 49%. On ne peut pas faire plus, vous dites. Le problème, c'est que faire plus, on voit bien que ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on augmente les dépenses publiques et on a de moins en moins de croissance. Donc ça montre bien que ce n'est pas la solution. On peut faire plus en matière de prélèvement obligatoire. Là, on est à 44%. Mais là aussi, si vous voulez, on a parce que les deux vont de pair. On a un système. Oui, non. Moi, je dis non. Parce qu'on a parmi les impôts les plus élevés effectivement du monde. Et si on augmente encore les impôts, là aussi, on va casser le peu de croissance qui nous reste. Christophe Rameau, vous répondez oui. Bien sûr. Ce sont. Écoutez, faut monter jusqu'à combien? Combien? 44% aujourd'hui de prélèvements obligatoires. Faut monter jusqu'à combien? Aux États-Unis, on est plus faible. Ce qui est beaucoup plus élevé, ce sont les prélèvements privés. À la fin de chaque mois, les entreprises, au lieu de payer des cotisations pour financer les régimes publics de retraite, eh bien, ils payent des prélèvements privés au régime, au fonds de pension ou aux compagnies d'assurance privées pour financer. Et ça ne marche pas. C'est beaucoup plus coûteux. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on confie au public, qu'est-ce qu'on privé? Aux États-Unis, c'est beaucoup plus coûteux. Les prélèvements obligatoires sont beaucoup plus faibles, mais en matière de santé et de retraite, parce que la santé et la retraite sont plutôt privées. Il y a de la retraite publique et de la santé publique, heureusement pour les Américains, mais le privé a une plus grande part et ça ne marche pas. C'est beaucoup plus coûteux. C'est à la fois injuste et beaucoup plus coûteux. Donc, un point très important on nous rabat les oreilles sur la dette publique. La dette publique française était de 25% du PIB en 82, date de la dernière grande relance keynésienne. Depuis 82, vous n'êtes pas sans savoir que ce sont des politiques libérales, néolibérales qui ont été appliquées. Et donc ce sont ces politiques, écoutez, depuis 82, ce sont les politiques néolibérales qui ont été appliquées et les néolibéraux sont responsables. Non, les néolibéraux ne sont pas simplement responsables de la hausse des inégalités et du chômage, mais à leur passif, il faut aussi mettre l'explosion de la dette publique. Pourquoi? Les politiques néolibérales ont étouffé l'activité et un budget, ce n'est pas simplement des dépenses, ce sont des recettes. Et la dette publique, les déficits se sont creusés à défaut de recettes. Et par ailleurs, il y a eu tous les cadeaux fiscaux faits aux plus riches qui ont bien entendu Alors il y a deux visions différentes, mais on cherche des solutions pour rendre l'économie plus productive et plus compétitive. Et là, bon sens. Aujourd'hui, je veux dire, qui a augmenté la dette publique? Ce sont quand même les États. Et le problème, c'est quoi? La dette en elle-même, c'est pas un problème. La difficulté, c'est que malheureusement, on a généré de la dette qui n'a pas généré de croissance. Sur les 10 dernières années, la croissance moyenne de la France, c'est 1,2% par an. C'est rien. Sur les 5 dernières années, c'est 0,5% par an. Donc on voit bien qu'en ayant augmenté la dépense publique, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, je dis pas qu'il faut baisser la dépense publique massivement. Il faut l'améliorer. Il faut la rendre plus efficace. Concret, là. Depuis 10 ans, les dépenses de fonctionnement, donc là je ne parle pas du social, il ne faut surtout pas toucher au social en période de crise, les dépenses de fonctionnement augmentent de 10 milliards d'euros par an. Ça veut dire 100 milliards d'euros, on ne sait pas trop où, en 10 ans. Et donc, bien entendu, là, il y a des économies à faire sans toucher au social. On sait très bien qu'il y a toutes les strates de dépenses publiques. Si elle n'est pas rentabilisée, elle sert à quoi? Mais elle doit être contrôlée, bien entendu, par le Parlement, par les citoyens, la dépense publique. Ça, il y a bien entendu, elle doit être efficace, bien entendu. Il faut savoir toujours balayer devant sa porte, bien entendu. Par contre, je pense que ce qui est important à bien saisir, c'est... On a l'exemple de la Grèce aujourd'hui ou d'autres pays. On applique des cures d'austérité. C'est-à-dire qu'on réduit, on fait de l'austérité salariale, on réduit de la dépense publique pour soi-disant résoudre le déficit. Et en fait, on s'aperçoit que le déficit, il reste exactement au même niveau. Pourquoi? Un budget, un budget, ce ne sont pas simplement des dépenses. Un budget, ce sont des dépenses et des recettes. Et ce qui se trouve, c'est que la dynamique de la dépense publique, elle joue surtout sur les recettes. Quand on étouffe l'activité par des politiques néolibérales, par des politiques en faveur des riches, par des politiques d'austérité salariale, par des politiques d'austérité budgétaire, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça étouffe l'activité. Et en étouffant l'activité, on étouffe les recettes. C'est pour ça que les déficits publics se creusent par les néolibéraux. Dire qu'il y a des marges de manœuvre considérables. On se dit, elle a trouvé des fonds secrets, je ne sais pas, dans le budget. Non, elle dit, ce sont les impôts. Il faut être sérieux. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai fait déjà plusieurs débats où on m'a sorti la même réponse. Mais il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, encore une fois, on a une des pressions fiscales les plus élevées du monde. Si on augmente cette pression fiscale, augmenter les impôts, c'est un fusil à un coup. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier coup, là, on ramasse, on rafle l'argent. Mais le second coup, vous cassez la croissance, le peu de croissance qui nous reste. Donc ça veut dire qu'il y aura une récession derrière. S'il y a une récession, il y a un chômage qui augmente.
augmente, donc il y a moins de revenus, donc on baisse l'assiette fiscale, donc ensuite les recettes fiscales reculent. Ça fait 20 ans qu'on voit à chaque fois qu'on a augmenté les impôts, ça n'a pas fonctionné. Il faut là aussi optimiser les impôts pour les rendre plus efficaces. Donc le vrai enjeu aujourd'hui... Pas d'impôts, plus d'économies. Plus d'économies, pas n'importe où aussi. On sait très bien que toutes les strates de dépenses... Voilà, le vrai enjeu aujourd'hui est là. Si on voudrait par exemple un coup de baguette magique, si on voulait réduire la pression fiscale par rapport au PIB à la moyenne de la zone euro, il faudrait baisser les impôts de 70 milliards d'euros. Alors tout vous oppose, hein. Christophe Rameau, vous c'est plus d'impôts. Non, on est d'accord sur une chose, c'est que uniquement la rigueur pour elle-même, en augmentant les impôts par exemple, n'a pas de sens. Aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est qu'on doit avoir une politique globale à l'échelle de la zone euro pour restaurer effectivement la croissance, mais dans le même temps, on doit réduire les dépenses inefficaces. Est-ce que vraiment le gouvernement, après les législatives, quand il aura donc sur son bureau le rapport de la Cour des comptes, on sait déjà qu'il va nous montrer une situation difficile. Est-ce que vraiment le gouvernement aura le choix? Mais plus d'impôts. Bien sûr qu'il a le choix, le gouvernement. Plus d'impôts, c'est pas plus d'impôts sur l'ensemble des catégories. C'est plus d'impôts sur ceux qui ont bénéficié des 30 dernières années néolibérales, c'est-à-dire les plus riches. On est dans une situation tout à fait invraisemblable. On nous dit que c'est pas efficace, c'est un fusil à un coup. Non, mais attendez. Surtout sur les plus riches, parce que malheureusement les plus riches, ils peuvent bouger. Vous vous rendez compte, ce scandale pour un citoyen, qu'aujourd'hui, les 1% les plus riches, et a fortiori les 0,01%, sont moins taxés que les classes moyennes. En proportion beaucoup moins. C'est pas possible d'accepter ça. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'accepter ça. Donnez un chiffre, un smicard, à combien il a taxé, et puis un millionnaire. Vous avez le taux d'imposition. Le taux d'imposition pour les 0,01%, vous avez une série de travaux, notamment de Thomas Piketty sur le sujet, qui sont maintenant très bien détaillés, montrent que passer un certain stade, et ça ne concerne que les 1% de la population, le taux d'imposition a tendance à chuter. Donc ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas moralement, et ce n'est pas... Donc il faut bien entendu augmenter ses impôts. Même chose pour les grandes entreprises. Même chose pour les grandes entreprises. Même chose pour les grandes... Même chose pour les grandes entreprises qui ont un impôt sur les sociétés effectif plus faible que les PME. On est là face à un véritable scandale. Je ne dis pas que c'est la seule solution. Il faut faire de la croissance. Il faut faire de la croissance. Mais les marges de manœuvre fiscales existent. Pour faire rentrer de l'argent. Il faut taxer les classes moyennes, en fait, plus que les hyper riches. Non, au contraire, il faut baisser la pression fiscale. Mais pour faire rentrer vraiment de l'argent. Il faut baisser la pression fiscale, mais pour ce faire, il faut avoir le courage de baisser la dépense publique qui ne génère pas de croissance, qui ne génère pas d'effet accélérateur. C'est là où on a besoin d'une vraie dynamique aujourd'hui et d'une vraie responsabilisation. Et surtout, là, on parle de la France, mais derrière, nous sommes regardés par tout le monde. Il faut savoir que dans toute la zone euro, tous les pays de la zone euro ont réduit leurs dépenses publiques depuis une dizaine d'années. Tous, sauf la France. Ils vont très bien. Et la zone euro va très bien. Quand aujourd'hui on voit, bien sûr que non, mais quand aujourd'hui on voit ce qui se passe, je dirais globalement en Allemagne, on voit qu'on a une croissance qui est là, qui est en train de revenir. Donc le vrai enjeu aujourd'hui est là. C'est qu'on a besoin, encore une fois, je ne veux pas qu'on fasse des coupes claires ou des coupes sombres dans les dépenses sociales. On doit réduire les dépenses qui ne génèrent pas de croissance. Très bien. Ça, c'est deux options s'affrontent sur ce plateau et on verra ce que décidera le gouvernement. Peut-être qu'ils feront les bons choix. Le bon choix. Peut-être des choix intermédiaires entre vos positions respectives. Question du novelops.com, notre partenaire concerné justement cette politique économique, déficit public. Est-ce que vous êtes prêt à payer plus d'impôts? Et quand on pose cette question, eh bien vous répondez non à 75%. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Bonsoir à tous et à demain. Si vous achetez un cuir bon marché, c'est sans doute qu'il vient du Bangladesh, où il est produit dans des conditions inacceptables. Dans les tanneries d'Azariba, aux portes de la capitale, des dizaines de milliers de personnes travaillent pour 40 € par mois, dans le chrome et le mercure. Un drame sanitaire et écologique. Azaribag, cuir toxique, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.